Donc, mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Je suis Elena Urfer, directrice des Belles Soirées. Donc, au nom des Belles Soirées de l'Université de Montréal, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence organisée conjointement avec le musée McCord autour de l'exposition Aïda, Histoire surnaturelle, qui est déjà à l'affiche ici depuis plusieurs mois. Je suis très reconnaissante au musée McCord de nous offrir une fois de plus cette opportunité de faire circuler les idées et les savoirs autour de la collection du musée McCord, mais aussi autour de thématiques artistiques, culturelles, de nous faire découvrir aujourd'hui cette très belle collection Aïda. J'aimerais remercier en particulier Maria-Luisa Romano, notre complice, qui est vraiment l'artisane de cette collaboration, puis qui veille toujours à ce que vous soyez bien reçus et formidablement bien techniquement équipés à suivre ce contenu. Donc, merci beaucoup Maria-Luisa. Maria-Luisa a préparé un mot extrêmement circonstancié, donc je vais la laisser parler. Puis je remercie Madame Lemay d'être ici parmi nous aujourd'hui et de nous partager cette expertise et ce savoir disponible. Merci beaucoup, bon après-midi. Alors, bon après-midi. Je n'ai pas besoin de me présenter. Elena l'a fait pour moi. Alors, oui, j'ai quelques éléments à vous dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, le musée McCord vous souhaite la bienvenue à la conférence, comme vous le voyez, George Mercer Dawson et la collection Aïda, qui est présentée dans le cadre de la série Les Belles Soirées, avec qui on a un partenariat depuis plusieurs années, et dans le cadre de l'exposition Stinkog Hangs, Aïda, Histoire surnaturelle. La conférence est présentée par Guylaine Lemay, conservatrice art décoratif et conservatrice par intérim culture autochtone au musée McCord. À cet égard, je prends un moment pour souligner que le musée, situé en territoire autochtone non cédé, reconnaît la nation Guignanguéaga comme gardienne de ces terres appelées Diodiagué par leurs membres. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones et leurs ancêtres, et nous leur rendons hommage à eux et tous ceux d'autres communautés qui sont ici aujourd'hui parmi nous. Donc, l'exposition et les objets que présente l'expo témoignent du savoir-faire de la culture Aïda. Ils ont été pour la plupart recueillis en 1878 par le Montréalais d'adoption, géologue et anthropologue de la première heure, George Mercer Dawson, au cours d'un de ses voyages dans l'archipel Haida-Gwaii, situé au large de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Fils de Sir John William Dawson, recteur de l'Université McGill de 1855 à 1893, c'est à lui que le musée McCord doit la majeure partie des objets Aïda de sa collection Culture autochtone. C'est donc cette histoire que Guylaine Lemay va nous partager aujourd'hui. Guylaine Lemay a suivi une formation en archéologie à l'Université du Québec à Montréal, puis en anthropologie et a ensuite complété une maîtrise en ethno-histoire à l'Université de Montréal. Excusez. Elle travaille au musée McCord depuis plus de 25 ans, ayant occupé les postes d'assistante de recherche puis d'adjointe à la conservation avant d'occuper son poste actuel. Elle a participé au fil des ans à divers projets permettant des échanges et des discussions entre les communautés autochtones et inuits et le musée McCord, en ce qui a trait à l'interprétation et à la documentation des objets de la collection. Elle a assuré le travail de commissaire de l'exposition sur les cultures Aïda et a été épaulée par une figure importante de l'art contemporain Aïda, Kuyawa Jones, une artiste qui est née dans l'archipel Haida-Gwaii. Donc, avant de laisser la place, c'est son tour maintenant, je souligne que le musée tient à la remercier de sa présence et encore une fois de nous faire découvrir cette collection d'une grande richesse. Je remercie évidemment l'équipe des Belles Soirées, Elena, Karine et toute l'équipe qui permet de faire rayonner nos collections au sein de leur programmation et auprès de leur public. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, bon après-midi. Merci d'être venus en si grand nombre. Je travaille, comme Maria-Luisa vous l'a dit, au musée McCord depuis maintenant, j'ai honte à le dire, je devrais peut-être pas, mais 27 ans. Je fais partie des dinosaures de ce musée, en tout cas, avec quelques autres. Je me suis occupée plus particulièrement de la collection des premiers peuples, donc la culture autochtone. Et c'est seulement depuis les 10 dernières années que j'ai un peu changé ce poste-là. Cette collection, évidemment, j'ai eu beaucoup de bonheur à l'apprendre, à la connaître, et aussi d'avoir la visite de membres de communautés autochtones qui m'ont vraiment aussi aidé dans mon apprentissage de cette collection. Et j'ai donc travaillé avec plusieurs communautés, dont les Aïda, à différents moments. Qui d'entre vous connaît les Aïda ?
Ok, est-ce qu'il y en a qui en connaissent absolument rien? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été sur Haida Gwaii? Bon. Donc, il y en a des gens qui... Oui. Donc, je vais essayer de combler un petit peu tous ces manques-là. Et puis, je vais donc vous parler d'abord, parce que cette collection, c'est probablement un des joyaux de la collection du Musée McCord, la collection Haida. Comme Maria-Louisa vous a dit, ça a été principalement collectionné par George Mercer Dawson. Et donc, je trouve que c'est important de parler de cet individu parce que c'est un homme qui m'a toujours fascinée, parce que cette collection est exceptionnelle. Je ne peux pas le dire différemment. Et c'est vraiment une collection qui est exceptionnelle. Et donc, c'était comprendre comment il avait fait pour collectionner ces objets-là, dans quel contexte, pourquoi. Et puis, évidemment, pour comprendre cette collection, il va falloir aussi comprendre un petit peu qui sont les Haida. Il va falloir que je vous donne quand même des points de vue. Et puis, que je vous présente l'île, parce que la culture Haida est très, très liée avec l'environnement dans lequel ils habitent. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette introduction, si on veut dire, dans la première moitié. Et puis, par la suite, on va prendre une petite pause et je vais vous inviter, si vous le voulez. J'ai sorti quelques objets de la collection que vous avez le droit de venir voir. Et ce sont des objets qui sont eux aussi de George Mercer Dawson, mais qui n'ont pas été intégrés dans l'exposition pour des raisons diverses. Ça peut être de conservation, d'exposition et autres. Mais ça va vous permettre de les voir. Et par la suite, on va essayer de comprendre justement où est-ce qu'il les a collectionnés et comment. Si ça vous va, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, on va à ce moment-là cheminer ensemble sur les îles de Haida Gwaii. Je suis obligée d'enlever mes lunettes, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc, la collection Haida du musée McCord figure parmi les plus importantes et les plus anciennes d'Amérique du Nord. La majeure partie de la collection rassemblée par George Mercer Dawson en 1878 au cours d'une expédition à Haida Gwaii, alors appelée les îles de la Reine Charlotte. Donc, certains la connaissent mieux peut-être sur ce nom-là. Si ces îles étaient habitées par des nations autochtones depuis des temps immémoriaux, la région restait peu connue par le monde extérieur. Homme foncièrement curieux, Dawson va étendre son champ d'études pour la Commission géologique du Canada et inclure une étude sur la vie, les savoirs et la langue Haida. Et il va publier d'ailleurs des dictionnaires de la langue Haida qu'il compare avec d'autres langues qu'il va rencontrer, les Kwakwakwa, les Haida, les Dene. Il va rassembler une collection exceptionnelle d'objets témoins de l'univers artistique, social, politique et spirituel de cette culture. Ses comptes rendus sur les Haida, accompagnés de ses photographies, de leurs villages et de leurs matotémiques, de ses peintures, constituent des ressources historiques qui, encore aujourd'hui, sont largement consultées. Certaines personnes célèbrent George Mercer Dawson comme un pionnier courageux qui, malgré un handicap sévère, a su braver des territoires inhospitaliers, gagner le respect des nations autochtones et faire avancer les connaissances scientifiques. D'autres, au contraire, le décrivent comme un agent colonial raciste, dénigrant les cultures autochtones et justifiant par son travail l'appropriation des terres autochtones. Deux points de vue complètement différents, mais qui ont chacun leur valeur, mais qui seuls sont trop simplistes. Je vous préviens, j'ai toujours tendance à oublier ça. Son rapport géologique des îles publié en 1880 comprend en annexe ses observations et sa compréhension de la culture Haida, et il le commence comme ça. La notice qui suit sur les Haida est principalement le résultat d'observations personnelles faites durant une partie de l'été de 1878, passée dans les îles de la Reine Charlotte, pendant les moments où je n'étais pas trop occupée aux travaux géologiques et géographiques de l'expédition. J'imagine que c'était pour assurer les patrons. Au feu du camp, dans la soirée, ou les jours de tempête, lorsqu'il était impossible de travailler sur la côte. Et je dois dire, en lisant son rapport, il y avait beaucoup de journées de pluie et de tempête. Je crois que la mémoire actuelle est le premier récit détaillé qui ait été donné sur les Haida. Ainsi, je vous propose une lecture de cet individu et de sa collection à partir de passages extraits de son journal de voyage et de suivre son parcours, ses constatations, ses rencontres et ses impressions,
espérant ainsi amener quelques nuances à ce personnage. Donc George Mercer Dawson est né le 1er août 1849 à Pictou, en Nouvelle-Écosse, premier fils de l'éminent géologue Sir John William Dawson, recteur de l'Université McGill, et de Margaret Anne Young Mercer. Le couple a 5 enfants, une fille d'abord, Anna, qui est l'aînée, puis George Mercer, William Bell, Rankin et Eva. George entretient une relation très proche avec sa sœur, Anna, à qui il écrira très souvent lors de ses voyages, et tout le long de sa vie adulte. C'est vraiment sa confidente. La famille s'installe à Montréal en 1855, le patriarche ayant accepté le poste de directeur du Collège McGill. À titre de surintendant de l'éducation de la Nouvelle-Écosse, Sir John William Dawson avait joué un rôle de premier plan dans la modernisation de la structure scolaire de cette province. Il adapte rapidement l'université montréalaise aux nouvelles réalités économiques, la construction des chemins de fer, l'industrialisation, l'urbanisation. Tout ceci nécessite en effet des spécialistes rompus au dernier développement dans les sciences et la technologie. George Mercer Dawson va donc vivre les 6 premières années de sa vie en Nouvelle-Écosse, jusqu'à la nomination de son père à la direction du collège. Le collège est alors un peu différent de ce qu'il était maintenant, ou de ce qu'il est maintenant. On le décrit un peu comme un fatras d'édifices à moitié construits ou à moitié en ruine, selon la perspective qu'on prend, envahi par la végétation et les mauvaises herbes, et il y a même des vaches. Pour le jeune Dawson, les recoins sauvages du collège sont autant de lieux à explorer. Il développe, à l'exemple de son père, une passion pour l'étude de la nature, passion qui s'intensifiera au fil des années, avec les encouragements évidemment de son papa. En plus d'être recteur de l'université, John William Dawson est un membre actif de la Natural History Society of Montreal, qui est une des plus anciennes organisations scientifiques en Amérique du Nord. Cette société avait un musée à Montréal, au Square Phillips, qui a malheureusement disparu, et son papa, Sir John William Dawson, y amenait son fils très souvent, puisque John William Dawson sera élu président de cette société à 19 reprises entre 1854 et 1899. George Mercer Dawson est un étudiant idyllique, sérieux. Il fait ses études à la High School de Montréal en 1858, mais un événement à ce moment-là va le bouleverser tout le restant de sa vie. Âgé alors de 9 ans, George Mercer est terrassé par la tuberculose des corps vertébraux, qu'on appelle aussi le mal de Potts, une maladie qui va retarder sa croissance et le laissera marqué par une déviation de la colonne vertébrale et une déformation de la partie supérieure du corps. Vous voyez la famille ici, en 1865, donc George a 49, 65, il a 14 ans. C'est lui. Ça, c'est son petit frère. Faible, souvent fiévreux et souffrant de maux de tête épouvantables, il reçoit jusqu'à l'âge de 18 ans son éducation de précepteur et de son père. Malgré sa maladie, George Mercer démontre une curiosité et un esprit scientifique insatiable et une détermination sans limite, qualités qui lui seront très utiles plus tard. Après avoir été prisonnier de son corps pendant tant d'années, Dawson est déterminé à ne pas laisser son corps nuire à ses ambitions. Il s'inscrit à McGill pour l'année scolaire 1868-1869, puis au programme de géologie et d'études minières à la Royal School of Mines à Londres, un programme qui durait 3 ans. La Royal School of Mines avait été fondée à la suite de l'Exposition universelle de 1851 afin de promouvoir l'exploitation scientifique des richesses minières de la Grande-Bretagne et de ses colonies. Il reçoit donc une formation en géologie, en histoire naturelle, en paléontologie, chimie, exploitation minière, métallurgie et en mécanique appliquée. Il étudie en particulier l'histoire naturelle sous l'enseignement de Thomas Henry Huxley, surnommé le bulldog du darwinisme, et qui va introduire dans l'esprit de George Mercer Dawson des idées évolutionnistes
qui le mettront en conflit avec son père, fervent chrétien et chef de file des anti-darwinistes. Si John William Dawson, qui est géologue, savait que la Terre était vieille de millions d'années, l'idée que l'homme descendait du singe, ça passait moins. Dawson obtient son diplôme en 1872 avec les plus hautes distinctions et le titre de Associate. Il aurait donc pu continuer à poursuivre ses études. C'est un candidat idéal, si ce n'est évidemment pour son physique hors de l'ordinaire, qui teintait certaines perceptions des autres, c'est certainement, mais sa propre perception de lui-même aussi. Il écrivait à ce sujet en 1869 « C'était une époque foisonnante où de grands hommes réalisaient de grands projets, mais en réalité, j'avais l'impression d'être une grenouille de poèmes de mon adolescence, très certainement la plus jeune d'entre elles, arrachée à son étang rassurant et jetée dans un autre, beaucoup plus grand, où régnaient les Wawarons, énormes et persuadés de leur droit de site. La peur a habité mon esprit, mais je me suis juré que je reviendrais à Montréal, grandi mentalement, aussi grand que n'importe quel homme à sa science. » Ce qu'il va faire d'ailleurs. Georges ne se plaint jamais de son physique. Dans toutes les lettres que j'ai pu lire, surtout à sa sœur, parce que c'est avec elle qu'il se fie le plus, il ne mentionne jamais son physique ou sa faiblesse et autres. Par contre, il évite toute réunion mondaine où il doit se montrer. Plutôt que de poursuivre ses études, Dawson revient au Canada en 1872 et cette même année accepte le poste de botaniste et géologue au sein de l'équipe canadienne d'enquête de la British North American Boundary Commission. Anticipant la colonisation de l'Ouest, les États-Unis et le Canada désiraient vivement établir la ligne de démarcation entre les deux pays, établie sur la ligne du 49e parallèle que vous voyez ici. Une expédition qui n'était pas facile parce qu'on suivait une ligne et non pas des formations ou des éléments géographiques. L'équipe composée de Canadiens et d'Américains va parcourir en 2 ans plus de 1000 km entre Lake of the Woods, lac des Bois, en Ontario, et les Rocheuses à l'ouest. Les nombreuses lettres, journaux et autres articles conservés à McGill dans les fonds de la famille Dawson-Harrington témoignent de son courage et de son enthousiasme débordant, malgré une santé fragile. Il témoigne aussi du fait que George Mercer Dawson n'est heureux que sur le terrain. Sa hantise, dont il parle souvent à sa sœur, serait d'être obligé de travailler derrière un bureau. Son rapport, et alors attendez, le titre est long, Report on the Geology and Resources of the Region in the Vicinity of the 49th Parallel from the Lake of the Woods to the Rocky Mountains, with lists of plants and animals collected and notes on the fossils. Tout petit titre. Publié en 1875, un ouvrage de près de 400 pages, demeure aujourd'hui une référence incontournable. Mûri de cette première expérience, Dawson se joint enfin à la Commission géologique du Canada à l'été 1875. 1 mois plus tard, il retourne sur le terrain, cette fois-ci en Colombie-Britannique, où il passera les 2 prochaines années explorant les terres intérieures à l'ouest de la rivière Fraser, en compagnie de l'équipe responsable du tracé ferroviaire de la Canadian Pacific. Puis, en 1876 et 1877, il est de retour dans les terres intérieures du sud de la Colombie-Britannique, notamment dans la région des vallées Fraser, Okanagan et Nicolas. Voilà un peu pour sa vie. Maintenant, pour bien comprendre l'homme, il faut comprendre aussi le contexte historique dans lequel il s'inscrit. En 1840, 9 ans avant sa naissance, l'acte d'union fusionne les 2 colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada en une seule colonie appelée la province du Canada, dirigée par l'Assemblée législative de la province du Canada. 1 an plus tard, l'Assemblée législative reçoit une pétition de la Natural History Society of Montreal et de la Société historique et littéraire de Québec pour que soit menée une exploration géologique de ce territoire fusionné,
conscient que le Canada avait besoin d'un secteur minier viable pour développer une économie fondée sur l'industrie, de façon à, évidemment, pouvoir concurrencer avec les économies européennes et américaines. Globalement, la question qui se posait, la province du Canada avait-elle les ressources nécessaires à une industrie minière? Ce questionnement prendra toute son importance alors que le pays et son étendue vont se dessiner avec l'Union des colonies de l'Amérique du Nord britannique en 1867, la Confédération, et l'achat de la terre de Rupert, vaste territoire jusqu'à la propriété de la Compagnie de la baie d'Hudson, en 1869. La Confédération entraîne l'annexion d'immenses territoires inexplorés à l'ouest et au nord, et un vaste champ d'études pour la Commission géologique du Canada. Études qui, initialement, se concentraient sur la recherche de dépôts houliers, une nécessité vitale au XIXe siècle pour l'essor d'une économie industrielle du Canada. Je ne saurais mettre sur silence les conséquences désastreuses que cela a eues pour les premiers peuples, alors que ce nouveau Canada cherchait par divers moyens à régler ce que Duncan Campbell Scott appellera au début du XXe siècle « the Indian problem ». Si Scott est vu comme l'auteur, cette idée date de bien avant lui. Rappelons que la fin des guerres et donc des alliances avec les nations autochtones et le déclin de la traite des fourrures rendent la coopération avec les autochtones moins nécessaire. En revanche, leurs terres, nécessaires à la colonisation et au développement du pays, font l'objet de convoitises. Ainsi, les autochtones passent du statut d'alliés à celui de compétiteurs pour les ressources et les terres. À partir de 1840, les différents gouvernements cherchent à se doter de pouvoir pour parvenir à s'approprier les terres, le moyen préconisé, évidemment, l'assimilation. Lors de la création de la Confédération en 1867, les autochtones ne sont évidemment pas consultés, bien qu'ils devaient privilégier, d'après les traités historiques de relations et d'engagements bilatéraux de nation à nation, avec la couronne. En 1867, le gouvernement assume la responsabilité des affaires indiennes des colonies. L'achat de la terre de Rupert en 1869 accroît son influence sur les peuples autochtones qui y vivent. Pour aménager, coloniser et revendiquer ce territoire, le Dominion signe 11 traités entre 1871 et 1921 avec différentes nations autochtones sous la promesse d'argent, de certains droits territoriaux et d'autres concessions en échange de la cession ou la renonciation des terres ancestrales. De nombreuses promesses, beaucoup qui ont été rompues. Au cours des années qui suivent la Confédération, les programmes gouvernementaux visant l'assimilation et le contrôle des terres se multiplient, les plus notables l'établissement du système des réserves, l'application de la loi sur les Indiens et probablement la plus dévastatrice, les écoles résidentielles. Donc, nous allons maintenant nous transporter vers la Colombie-Britannique et découvrir les Haida Gwaii. L'archipel de Haida Gwaii est situé à 770 km au nord de Vancouver et à 45-60, ça dépend où vous êtes, km au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Au nord, ici, le détroit de Dixon établit la frontière avec l'Alaska, où vivent les Haida Kaigani, un groupe de Haida Gwaii qui s'est installé sur la portion sud de l'île de Prince de Wales en déplaçant les Tlingit. Le nom ancien, alors je ne vais même pas essayer de vous le dire, il est écrit ici. Vous voyez pourquoi. Le nom ancien des îles veut dire les îles à la frontière du monde. Le nom actuel de Haida Gwaii, qui est un nom plus récent, veut dire île du peuple, mais illustre bien le lien entre les gens et les îles. L'archipel, long de 250 km, est formé d'environ 150 îles séparées, les plus importantes les îles Graham, Keys Gwaii, et de Moresby, Gwaii Hanas.
Surnommées les Galapagos du Nord, les îles jouissent de paysages marins spectaculaires et de ressources naturelles riches et diversifiées. On pense que la région aurait été un refuge naturel contre le plein impact de la dernière glaciation, d'où la présence de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre. De plus, les effets combinés de la rencontre des eaux froides et riches du Pacifique Nord avec les courants chauds nés au Japon créent un environnement qui abonde en ressources naturelles. Dans les mots de l'artiste Bill Reed, vous le connaissez tous, j'imagine, cet artiste disait « Even today, only a stupid man could starve on those islands. » And today is not as it was. Donc, même aujourd'hui, seul un homme stupide mourrait de faim sur ces îles. Et aujourd'hui n'est pas comme c'était. Les cèdres, qui sont si intimement liés à la culture Haïda, telle que nous la connaissons de nos jours, n'ont poussé sur l'archipel qu'il y a environ 5000 ans. Avant cela, le paysage était dominé par les pins, les aunes, les épicéas et les pruches. Ainsi, dans ce milieu naturel fécond, la culture des Haïda va atteindre un haut degré de sophistication et de complexité, se distinguant par une population grandissante, une surabondance de nourriture et une grande importance accordée à la richesse et au statut. L'histoire culturelle des îles est complexe et reflète à bien des égards l'isolation de l'archipel des terres intérieures de la Colombie-Britannique. Si nous ne savons pas vraiment d'où viennent les Haïda, ni quand ils sont arrivés sur les îles, les histoires orales Haïda racontent que les gens sont arrivés sur Haida Gwaii en 3 vagues. La première vague venait de l'air, la seconde de la terre, et la troisième, la plus longue, de l'océan. Ces histoires anciennes parlent d'un temps où le niveau de la mer était beaucoup plus bas du fait de la glaciation et où une partie du détroit d'Hecat était une grande prairie où vivaient d'importants troupeaux de caribous, les caribous de Dawson, qui ont d'ailleurs disparu sur l'île. D'autres histoires racontent l'arrivée du premier arbre, d'une inondation majeure, et si parfois on a l'impression que dans ces histoires la réalité côtoie l'imaginaire, sachez que tous ces événements sont depuis corroborés par les découvertes géologiques et archéologiques. En effet, des fouilles archéologiques menées à Kilgwai, un village dans le sud-ouest de Guayhanas, daté de près de 10 000 ans, permettent d'estimer que les Haïda de l'époque pourraient avoir connu de leur vivant des montées du niveau de la mer de 3 à 4 mètres. Vous voyez un peu ce que ça fait comme différence. La culture Haïda fait partie d'un complexe relativement continu, partagé par de nombreuses nations autochtones sur la côte du Nord-Ouest. Ce complexe culturel se caractérise tout d'abord sur une dépendance sur une richesse de ressources maritimes surprenante, permettant à une économie foncièrement de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, d'atteindre un degré de complexité rarement vu d'autres peuples non agricoles. Les premiers contacts avec les Européens se sont faits de manière assez tardive par rapport au reste du pays. Les Haïda verront passer plusieurs vagues d'exploration européenne au XVIIIe siècle. Certains contacts auront plus d'impact que d'autres. Le premier Européen à apercevoir Haida Gwaii est l'explorateur espagnol Juan Pérez, le 19 juillet 1774, à bord de son navire le Santiago. Il aperçoit l'île de Langara à l'extrémité nord-ouest de Haida Gwaii et donne à la pointe le nom de Punta de Santa Margaret, qui est toujours le nom qui est donné aujourd'hui. Je dis le premier, mais certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des explorateurs russes, eux, auraient pu être en contact avec les Haïda dès 1741. Bon, vous savez, je vous avais vu, je vous avais dit. Pérez est suivi 4 ans plus tard du navigateur britannique James Cook, qui lui débarquera à Nootka Sound sur l'île de Vancouver et va obtenir des peaux de loutre des Nuu-chah-nulth, déclenchant l'idée d'un commerce potentiel. Si le contact se fait plus au nord, il aura des répercussions sur les îles, puisque c'est ce qui va amener le prochain voyage.
En 1785, l'officier de la Royal Navy, le capitaine George Dixon, à la tête de son navire le Queen Charlotte, explore les côtes de la Britannique. Le 2 juillet 1787, il entre en contact avec des Haïdas à Cloak Bay sur l'île Langara et s'y procure des peaux de loutre de mer, lançant une ruée pour ces peaux pour approvisionner un marché chinois insatiable. Il nomme les îles de la Reine Charlotte, nommées d'après le nom de son navire, devenu longtemps le nom colonial de Haida Gwaii. La traite des fourrures autour de Haida Gwaii sera pratiquée essentiellement entre 1787 et 1840. Cette nouvelle traite amènera d'énormes changements culturels chez les Haïdas et surtout de nouvelles richesses qui seront rapidement intégrées à leur culture, des vêtements, des couvertures, des perles de verre, des couteaux d'acier et j'en passe. Inévitablement, le taux d'exploitation excessif des loutres de mer entraîne le déclin catastrophique de la population de ces animaux à un niveau proche de l'extinction sur les îles. Ça ne ressemble pas à une autre histoire. La traite se déplace alors vers les terres intérieures, privant les Haïdas de ce commerce et surtout des produits de commerce. Les archives des navires marchands indiquent que le commerçant recueillait plus de 100 pelleteries par jour dans certains villages pendant la période de pointe. Éventuellement, évidemment, elle entraîne également l'extinction quasi totale de la loutre de mer et l'effondrement de cette traite en Colombie-Britannique. C'est une diapositive qui est beaucoup plus tardive, mais c'est pour vous expliquer ou pour vous montrer à quel point les matières, les produits de traite pouvaient être convoités et devenaient des éléments très importants dans la culture Haïda. Donc là, c'est un potelage et on y voit des couvertures, des bassines, il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Pour ceux qui ne le savaient pas, une décennie plus tard, un autre événement viendra bouleverser les îles, mais cette fois-ci avec des répercussions plus durables. En mars 1580, un homme de Haida Gwaii se présente au comptoir d'un poste de traite à Victoria avec un lingot d'or de 27 onces, qu'il échange pour 1500 couvertures. Évidemment, de l'autre côté, du côté des Blancs, la fièvre s'empare de tous et chacun, et la ruée vers l'or est lancée, attirant sur les îles de nombreux prospecteurs britanniques et américains. Cette ruée ne produira pas grand-chose en termes d'or, mais elle forcera la main du gouvernement britannique qui jusque-là n'avait porté que peu d'attention à la Colombie-Britannique et surtout à ses îles. Pour contrecarrer la menace d'empiètement des îles par les Américains, les Britanniques proclament en 1853, sans le consentement des Haïdas évidemment, leur souveraineté sur Haida Gwaii et les îles deviennent officiellement une colonie britannique. Jusqu'à maintenant, tous les contacts demeurent toutefois éphémères. Pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle, très peu de colons européens se sont installés dans l'archipel de Haida Gwaii. Cette ruée vers l'or marque par contre une période transitoire importante où l'activité de la traite des fourrures se voit remplacée par une nouvelle forme d'extraction et d'intérêt, celle des ressources naturelles extractables des îles. Vont défiler tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle une série d'expéditions d'exploration dont la plupart sont mandatées par le gouvernement dans le seul but d'estimer ce potentiel commercial. La plus importante entreprise en 1878 par George Mercer Dawson. Ces échanges, aussi éphémères qu'ils soient, auront un autre effet dévastateur non escompté. Plusieurs vagues de la variole, maladie contre laquelle les autochtones n'avaient aucune immunité, frappent la population de Haida Gwaii, la première fois en 1791, la plus meurtrière en 1862. À l'époque des premiers contacts, la population des îles était estimée à plus de 20 000 personnes. En 1862, ou après 1862, la population est réduite à 600 personnes seulement.
Le recensement en 1915, la population continue à diminuer, était rendue à 588 personnes. Des centaines de villages sont évidemment abandonnés. Les survivants des villages situés à l'extrémité sud de l'archipel se rassemblent à Skidegate. Peu à peu, les Haïda de Tanu, de Kuna, Skedans à l'époque, et de Kumchewa s'installent dans la moitié nord de l'archipel. Aujourd'hui, leurs descendants sont concentrés à Skidegate et à Old Masset. Ce courant avait été déjà commencé lorsque George Mercer Dawson arrive sur les îles en 1878. En juin 1876, deux années avant, le révérend William H. Collison, que Dawson rencontrera, devient le premier missionnaire à s'établir dans Haida Gwaii à Masset. Il est accueilli dans la maison du chef de Wiya, qui lui tient alors ce discours très révélateur. « Tes paroles sont sages, ce sont des paroles sages. Nous avons entendu parler de la sagesse de l'homme blanc. Nous avons entendu dire qu'il détient le secret de la vie. Il a entendu les paroles prononcées par le chef, là-haut. Nous avons vu les changements qui se sont produits chez les Tsimshian. Mais pourquoi n'es-tu pas venu avant? Pourquoi les gens de fer ne nous ont-ils pas fait part de la nouvelle en même temps qu'aux Tsimshian? La variole qui s'est abattue sur nous il y a des années a tué un grand nombre d'entre nous. Elle est venue la première fois de la terre du Nord, des gens de fer qui sont venus du pays où le soleil se couche. Elle est revenue il y a seulement quelques années, quand j'étais un jeune homme. Elle est alors venue de la terre des gens du fer, qui est là où le soleil se lève. Nos gens sont braves. Ils sont braves à la guerre et ne tournent jamais le dos à leurs ennemis. Mais cet ennemi-là, nous ne pouvions pas le voir ni le combattre. Nos hommes médecins sont sages, mais ils n'ont pas pu faire fuir l'esprit mauvais. Et pourquoi? Parce que c'était la maladie des gens du fer. Elle était venue d'eux. Tu as visité nos campements et tu as vu beaucoup de maisons vides, des feux clairs y flambaient jadis, et autour d'eux, chasseurs et guerriers racontaient leurs exploits du passé. Maintenant, les feux sont éteints et les braves sont tombés devant la maladie de l'homme de fer. Tu es venu trop tard pour eux. Pour mieux comprendre les passages qui vont suivre, je crois qu'il est important de vous expliquer 4 éléments essentiels de la culture Haïda. Les Haïda partagent avec d'autres peuples de la côte du Nord-Ouest un système de stratification sociale extrêmement développé, consolidé par la participation à divers systèmes d'échange interreliés, dont le plus célèbre est le potlatch, dont je parlerai un petit peu plus tard. Il existait au moins 3 classes, les nobles, les gens ordinaires et les esclaves, avec des subdivisions au sein de chaque classe. Tout changement à l'intérieur et jusqu'à une certaine mesure entre classes était effectué à travers le potlatch, et tout changement de statut était entériné de cette manière. Les Haïda sont divisés en 2 groupes sociaux, ou moitiés, si on peut les appeler comme ça, les corbeaux et les aigles, eux-mêmes divisés en lignages, 22 pour les corbeaux, 23 pour les aigles. Les mariages ont lieu entre les corbeaux et les aigles, et les enfants deviennent membres de la moitié de leur mère. Chaque lignage donne à ses membres le droit à un éventail de ressources économiques, comme des lieux de pêche, des zones de chasse ou de cueillette, et des sites d'habitation. Cependant, la richesse qui donne l'élan à la production artistique et qui en établit le contexte provient essentiellement des biens intangibles hérités des ancêtres, comme les droits à des danses, à des chants, à des noms, à certains masques et objets de parure, ainsi qu'à des emblèmes et autres symboles d'identification mis en évidence dans les créations sculptées et peintes des artistes. Ces emblèmes sont des représentations stylisées de créatures surnaturelles rencontrées par les ancêtres. Les histoires liées à ces rencontres sont racontées encore et encore, définissant la position sociale de la famille et du lignage. Comme je vous ai dit, la cérémonie la plus importante des Haïda, et de nombreuses nations de la côte du Nord-Ouest d'ailleurs, est le potlatch.
Le potlatch est un mot Nuu-chah-nulth qui veut dire « faire cadeau ». Au sens très large, un potlatch est un grand festin cérémoniel organisé par une famille puissante à l'occasion d'une naissance, d'un décès, de l'attribution d'un nom, de la nomination d'un nouveau chef ou de l'érection d'un mat totémique, par exemple. À cette occasion, les hôtes affichent leurs masques et autres possessions héréditaires, récitent l'origine de leurs droits et l'histoire de leur transmission, et confèrent aux nouveaux membres qui en ont le droit un nouveau rang et un nouveau nom. C'est aussi l'occasion de transférer par ce biais les droits, privilèges et héritages associés à la famille. Les hôtes y gagnent du prestige et légitiment leur statut social en distribuant des cadeaux. La distribution de présents est en quelque sorte un paiement fait aux invités qui se portent témoins des événements et par leur présence valident le statut de l'individu. Chez les Haïda, toute prétention à une position sociale doit être vue et sanctionnée par le public. Rappelons que cette cérémonie essentielle sur la côte du Nord-Ouest, des peuples de la côte du Nord-Ouest, sera interdite par la loi sur les Indiens en 1884, et ce jusqu'en 1951. Les objets associés à ces cérémonies seront confisqués ou détruits par les autorités. Et ironiquement, certains objets que je présente ici auraient été des objets confisqués par les autorités. Donc, il y a 3 villages traditionnels qui sont encore habités aujourd'hui. Skidegate, comme je vous avais dit, Old Masset, qui s'appelle maintenant Haida Gwaii, et Heidelberg, qui est en Alaska. Mais on trouve également des Haïda, des concentrations de population Haïda à Prince Rupert, à Vancouver et à Seattle, dans l'État de Washington. Je vais donc arrêter ici pour une petite pause, pour me mouiller la bouche, si on peut dire. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, de venir voir des objets que vous allez pouvoir comprendre un peu plus dans la suite de la présentation. Alors, bienvenue de retour. Donc là, je vais, si vous le voulez bien, passer avec vous un peu à travers le parcours qu'a suivi George Mercer Dawson et où je crois qu'il a collectionné les objets que nous avons dans la collection et que vous en avez vu ici, mais il y en a aussi beaucoup dans l'exposition qui est au 2e étage, Stingkauhangs, que je vous invite à aller voir tout à l'heure. Et je me propose même, si vous voulez, que je vous accompagne. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à ce moment-là. Donc, voici là l'île de Haida Gwaii. Le 30 avril 1878, George Mercer Dawson embarque dans un train à destination d'abord de Chicago. Il est accompagné de son jeune frère Rankin, qui est alors âgé de 15 ans. Pourquoi? On suppose ou on soupçonne que dans les écrits de Hannah, Rankin est un peu décrit comme un jeune homme à l'esprit fragile. Et donc, on espère qu'en accompagnant son frère, qui est assez dur, on espère que ça va renforcer son caractère. Donc, il accompagne son frère dans cette randonnée. Donc, il va donc de Montréal à Chicago. Puis, de Chicago, ils prennent un train pour San Francisco. Puis, un navire jusqu'à la pointe sud de Vancouver, à Eskimo Harbor. Et ensuite, une diligence jusqu'à Victoria. Donc, vous imaginez un peu le trajet déjà juste pour s'y rendre. Après quelques péripéties et un changement de capitaine de navire, le capitaine qui devait se présenter ne s'est pas présenté, ni son navire d'ailleurs. Donc, il a été obligé de rectifier ses plans. L'équipée, composée du capitaine, le nouveau capitaine, le capitaine Sabatson, d'un officier, John Williams, et d'un cuisinier, Dutch Charlie, lève l'ancre le 27 mai 1878 à bord d'un navire au nom tout indiqué, le Wanderer, le voyageur. L'objectif, évidemment, identifier et mesurer les gisements de charbon sur les îles. Il longe donc la côte est de l'île de Vancouver
Avant de piquer vers les îles, après une traversée de 15 jours, ils accostent enfin à la pointe nord des îles à Cape St. James le 12 juin. C'est ici. Et il commence son journal de bord. Up early this morning to see Cape St. James and the southern end of the Queen Charlotte Islands. Took a sketch with bearings. Wind fell leading to the Houston Stewart Channel. Took a couple of photographs and made cursory examinations of rocks of vicinity. Je suis désolée, je vais être obligée d'en faire quelques-uns en français, mais la plupart en anglais, parce que traduire, c'est long. Et dans son journal, comme je vous ai dit, avant toute chose, il met toujours la météo. Et ça commence toujours par rainy. Rainy. Rainy and wet. Le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de beau temps, en tout cas pas pour le premier mois de son voyage. Donc, il prend des photographies, assez surprenant. La photographie comme outil scientifique est nouveau pour George Mercer Dawson. Le résultat d'une rencontre fortuite, faite quelques années auparavant. En 1872, alors que Dawson travaille pour la Boundary Commission, dont je vous avais parlé tout à l'heure, il croise Benjamin Balsley, employé de la firme photographique William Notman & Sons, qui accompagne la Commission géologique du Canada, dirigée par Alfred Sloan, qui d'ailleurs, ils ont eu une expédition, by the way, si vous êtes intéressé, catastrophique. George Mercer se rend alors compte du potentiel de la photographie pour son travail. A-t-il pris des cours auprès de Balsley? Ou est-ce à Montréal, au studio Notman, puisqu'on est en 72 et là il part en 78? Je n'en sais pas. J'en ai parlé à ma collègue Hélène Sanson, qui est la conservatrice photographie, et elle ne pourrait pas me le dire non plus, mais oui, le studio donnait des cours de photographie. Donc c'est possible que c'est là qu'il ait pris ses cours. Quoi qu'il en soit, il se sert de cette nouvelle technologie pour la première fois lors de son voyage à Haida Gwaii. Ce qui, il faut se le dire, est un tour de force. Vous avez vu son équipe, ils sont 5, mais quand ils sont sur le terrain, généralement, ils sont 2. Puisqu'il faut à ce moment-là trimballer du matériel photographique assez encombrant, sans parler de, à cette époque-là, ce sont des plaques de verre. Ces photographies sont des sources historiques qui continuent à être consultées encore aujourd'hui, et je dois dire qu'il a un talent assez fou quand on regarde ces photos. Donc pendant 2 mois et demi, Dawson et son équipe vont déambuler tranquillement le long de la côte des îles, est, puisqu'ils ne feront pas tout le tour, ils vont juste faire la côte est des îles, examinant à chaque occasion les terres. Alors généralement, la manière que ça fonctionne, le bateau part, s'arrête, George descend avec Rankin ou avec un autre de l'équipage. Des fois, il retourne sur le bateau immédiatement, des fois, il reste 2 jours sur le terrain et rejoint le bateau quelque part d'autre. Donc c'est un peu comment l'expédition se déroulait. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque occasion qui se présente, George Mercer Dawson questionne les villageois à la recherche d'indices qui pourraient le mener à des lieux d'intérêt et engage des guides pour le faire. Donc, il a toujours des guides autochtones. Je dis que c'est intéressant puisque les études historiques oublient souvent de consigner le rôle des autochtones en tant qu'informateurs scientifiques dans ces expéditions d'exploration. Ils sont mentionnés en tant que guides, comme chasseurs-pêcheurs, comme ouvriers, mais il est clair que les connaissances de terrain étaient utiles à d'autres égards. Leurs informations permettaient de focaliser les recherches de manière plus efficace. Et George Mercer Dawson mentionne clairement l'origine autochtone des informations qu'il reçoit dans ses divers récits. Mais il nomme rarement l'informateur par son nom. C'est toujours l'Indian, the Indian, the Indian. Éclipsant le rôle des informateurs dans la production du savoir scientifique. La collection de Dawson provient principalement de 5 villages. Clou, Skedan, qui est maintenant aussi appelé Kuna, Kumshewa, Skidegit et Masset. Ces villages, comme tous les villages sur Haida Gwaii, sont établis le long des plages, à la marge des terres et face à la mer et dos aux montagnes.
Rappelez-vous un peu le titre qui avait été donné pour l'île traditionnellement, à la frontière du monde. C'est un peu cette idée d'art. C'est-à-dire que les Haïda conçoivent leur monde selon des extrémités. Comme ils parlent, il y a toujours cette expression qu'ils utilisent, « at the edge of the knife », donc comme sur l'arête d'un couteau. Donc ils sont face à la mer, entre les profondeurs de l'océan, qui est symbolisé évidemment par le monde souterrain, et le flanc boisé de la montagne qui est dans notre dos, qui lui va représenter le monde céleste, le monde supérieur, céleste. Donc ils considèrent qu'il y a 3 mondes, le monde céleste, le monde terrestre et le monde aquatique, souterrain. Les objets que je vais présenter proviennent probablement des villages énoncés. Certains sont clairement identifiés comme ayant été collectionnés à tel village, mais dans la plupart des cas, vous allez voir, c'est une mention très générale, et donc on suppose que. La majorité sont présentement exposés dans Sting Kauhangs, Histoire surnaturelle au 2e étage, et que je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir tout à l'heure. J'ai essayé autant que possible de vous en sortir d'autres des collections, que vous ne verrez pas là-haut dans l'exposition, afin que vous ayez un aperçu un petit peu plus global, plus étendu de ce qu'il a pu collectionner. Le 7 juillet, après une remontée assez monotone de la côte, donc il est parti d'ici, et il a fait tous les petits recoins qu'il y avait ici pour arriver là. Dawson arrive au village de Clou, ainsi appelé d'après le nom de son chef. Donc c'était le chef Clou. Aujourd'hui, c'est appelé Tanu. Il écrit « Position of Indian village in rocky wave lash spots. There are about 32 upright totem poles in the village of all ages, heights and styles. Of houses, about 16, including one unfinished. Thought evidently some time underway. Indians appear very comfortable and moderately clean. » On commence à voir son langage un peu colonialiste qui sort comme ça. Le village est alors en plein préparatif, attendant l'arrivée d'un groupe d'un village plus au nord, Skidegate, pour des festivités entourant l'érection d'un mât de façade pour la nouvelle maison du chef Clou. Et Dawson est donc reçu dans la maison du chef Clou, qu'il va décrire de la manière suivante. Le village comprend peut-être 12 ou 14 des grandes maisons typiques de la côte. Il est hérissé des mâts totémiques sur lesquels sont sculptées des figures grotesques. On pénètre dans certaines des maisons par des trous à la base des mâts, mais on entre dans celle de Clou par une porte ordinaire. On descend quelques marches et on se trouve dans une aire rectangulaire qui est un peu en dessous du niveau du sol, dehors, et que plusieurs marches larges entourent, sur lesquelles sont placées les possessions de la famille, la literie, etc. Au centre, une surface carrée, non... Je vais vous montrer le village, j'ai oublié toujours ça. Au centre, une surface carrée non revêtue de planches où brûle un feu vif de petites bûches, dont la fumée sort par des ouvertures percées dans le toit. Clou et certains de ses amis occupaient des places du côté du feu, opposées à la porte, accroupis sur des nattes propres. Plusieurs femmes restaient dans l'ombre. Et il poursuit ainsi en parlant du protocole d'accueil qu'il va recevoir. Là, je suis désolée, je vais le mettre en anglais. A couple of boxes brought out on which a well-educated Siwash, donc Siwash c'est un mot jargon en chinook, c'est une interprétation du mot sauvage en français. Asked self and R in tolerable English to sit down. These placed near Clou, and the Indian having first asked who was T.I., ça veut dire chef, accorded the nearest post to Clou to me. Our reception by Clou quite a ceremonial one, for which occasion offered as he was waiting in some state, and all in order to receive a large party of Skidegate Indians who are expected, and are to join a bee, or a potlatch, the occasion of which the erection of a new house. The large cedar beam lying on the beach is being elaborately carved as a door pillar for Clou's new house.
Donc, lorsqu'il parle qu'il n'y a pas, c'est une entrée ordinaire, c'est qu'il va y avoir une célébration pour mettre ce mât de façade devant cette maison. Voici un premier objet qu'il va collectionner. Donc, on n'est pas sûr que c'est là, mais on soupçonne que c'est par là. Ceci est un mortier en basalte qui date probablement des années 1800. Il se peut que la fabrication de tels bols ou de mortiers en pierre en forme d'animaux soit antérieure à la production des bols sculptés en bois, mais les Haïda ont continué à fabriquer des objets en pierre jusqu'au milieu du 19e siècle. Imaginez sculpter ça avec des outils qu'ils avaient. De tels bols pouvaient être utilisés pour moudre et mélanger des aliments ou des peintures ou pour broyer des coquillages de palourdes brûlées afin de fabriquer de la chaux. Mélangée avec des feuilles de tabac, indigènes émiettées, la chaux libérait les composés psychotropes du tabac, créant une mixture que l'on mâchait lors des rites cérémoniels. La description que vous voyez sur le côté, c'est la description de Dawson de cet objet. Je vais vous donner quelques secondes, quelques minutes. D'autres objets dans la collection qu'il a collectionnés, mais qui ne seront pas dans l'exposition en haut, ce sont des objets liés à la production ou à l'utilisation de canots. Donc les pirogues en bois qui ont été utilisées par les Haïda. Ici, c'est donc une herminette qui était utilisée pour fabriquer, pour tailler dans le bois. C'est fait en bois et ici c'est une nabe en acier. Et ici une écope, donc c'était pour vider l'eau dans le canot quand on se baladait. Donc les Haïda sont réputés pour leurs canots. Ils sont même échangés avec d'autres groupes dans le voisinage. Ils sont aussi considérés comme des marins exceptionnels. Et quand on voit l'isolation de l'île par rapport aux terres intérieures et aux autres nations, on peut comprendre que c'était quand même assez un exploit pour se rendre là. D'ailleurs, Diamond Janus, qui est un anthropologue canadien, avait surnommé les Haïda les Vikings de la côte ouest. Vikings aussi parce que ça va impliquer que c'était aussi pour faire des raids dans les villages voisins, pour aller chercher des choses et des esclaves, entre autres. Donc, vous avez vu ici sur la table, pour ceux qui se sont déplacés pour aller voir la table, c'est un jeu de hasard. Et Dawson, en fait, va être témoin de gens qui étaient en train de jouer ce jeu-là, quand il va sortir de la maison de Clou. Et il va observer une partie qui se jouait entre deux villages, donc évidemment le village de Clou où il était, mais était venu aussi pour ce potlatch, étaient venus des Skedegets, et donc ils étaient en train de jouer contre des Skedegets. Puis il paraît que c'était assez intense. Donc les jeux de hasard, c'est un passe-temps qui est très populaire chez les Haïda. Là, ici, les nombres il y a des bâtonnets à l'intérieur. Le nombre de bâtonnets pouvait changer. Donc ici, il y en a 50. Celui qui est en haut dans l'exposition, il y en a 55. Ils sont tous vraiment très différents. Si vous avez l'occasion d'aller voir celui qui est en haut en exposition, il est absolument remarquable. Ceux que vous voyez ici sont simplement pyrogravés avec des lignes. Donc chaque bâtonnet a une valeur. Mais ceux qui sont en haut, et c'est là où ils sont extraordinaires, chaque bâtonnet, ce n'est pas des lignes, ce sont des créatures surnaturelles qui ont été pyrogravées sur chaque bâtonnet. Et donc, on a un aperçu de la panoplie de créatures surnaturelles qui baignent dans l'imaginaire de la culture Haïda, et c'est assez extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le musée McCord, dans les années 1920, avait beaucoup de bénévoles, des femmes bénévoles, artistes, et certaines femmes se sont amusées, ou peut-être qu'elles ont eu le mandat, je ne sais pas, l'un ou l'autre, elles sont dessiné chaque bâtonnet comme si la créature qui était donc enroulée autour de ce bâtonnet avait été déroulée. Et donc on peut vraiment bien les voir. Il y a sur un iPad, vous allez pouvoir voir ça. Le 14 juillet, Dawson est à Skedans, un village situé sur l'isthme d'une presqu'île qui se trouve à l'entrée de Kumshawa Harbour. Donc, Kumshawa Harbour est ici et Skedan est juste là. Et il écrit ceci.
Le village de Skedan donne l'impression d'avoir connu de jours meilleurs, même s'il n'est pas aussi abandonné que celui de Kumchewa. Il a toujours été un plus grand village que les autres et beaucoup des maisons sont toujours habitées. La plupart ont cependant l'air vieilles et moussues, tout comme les mâts totémiques. Il y a environ 16 maisons et environ 44 mâts totémiques. Ces derniers semblent être élevés non seulement pour porter les emblèmes familiaux héréditaires, mais aussi à la mémoire des morts. Les mâts en planche à sommet plat, c'est ce qu'il décrit cela, sont plus fréquents dans ce village qu'ailleurs. Sur l'un d'eux, on voit une curieuse figure penchée en avant et tenant dans ses pattes un authentique cuivre de genre de ce dont M. Moffat m'a dit qu'ils étaient très recherchés et avaient une grande valeur chez les Indiens de Fort Rupert. Il y a au moins un autre cuivre sur les poteaux ici, mais le second ne semble pas avoir de lien évident avec aucune des figures sculptées. De quoi parle-t-il ? Voici ce qu'il parle quand il parle de cuivre. Donc, ce sont des pièces qui sont façonnées au marteau. Le cuivre on n'en retrouve pas sur l'île, donc c'est une matière qui est importée de d'autres communautés, plus au nord, et qui est façonnée au marteau en forme de bouclier. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est pas nécessairement des boucliers. Et il compte parmi les objets les plus appréciés dans les potelages de la côte du Nord-Ouest. Celui-ci que vous voyez qui est dans la collection est à peu près de la taille de ma main. Mais certains pouvaient atteindre la taille d'un homme. Dawson obtient de nombreux objets du village et dont du chef Skedan. Il écrit « A couple of canoes came out from the Indian village to meet us, freighted with Indians who brought a quantity of wooden bowls and trade as curiosity. The chief, Skedan, in the larger canoe, dressed in a good suit, a middle-aged man of less power than that Clew apparently, and commonplace in mind, gave the chief a small present of tobacco and proceeded to bargain for some of the Indian curiosities. Le chef revient le lendemain avec d'autres objets. Et à ce moment-là, Dawson écrit, Chief Skedan, finding it profitable business yesterday, came across today with a lot more masks, rattles, to sell and succeeded in inducing me to take a good many of them at rather exorbitant rates. Il parle toujours que c'est des exorbitant rates. Ça, c'est sa phrase préférée. Vous voyez ici un bol à festin. Vous en aviez un exemple sur la table ici. Ce sont des bols qui étaient utilisés lors de potelage et qui contenaient de l'huile, soit de l'huile de poisson ou de l'huile de phoque. Et vous voyez aussi que la surface est très très luisante et très grasse. Donc c'est que l'huile est en train de suppurer du bol aujourd'hui. Dans l'art de la côte nord-ouest, datant du XVIIIe et du XIXe siècle, les images d'animaux sont habituellement considérées comme des emblèmes, des représentations stylisées de créatures surnaturelles rencontrées par les ancêtres. Les histoires liées à ces événements importants étaient racontées lors des potelages, définissant la position sociale de la famille ou du lignage dans la société Haïda. Si certaines prérogatives étaient associées aux emblèmes, comme les noms, les chants et le droit de terres ancestrales, ceux-ci entraînaient également des obligations. Symboles de pouvoir et de prestige, les emblèmes étaient le sujet principal de l'art historique Haïda. Donc quand vous regardez une œuvre, généralement, c'est des emblèmes qui appartiennent à des familles. Deux autres petits bols qui sont dans la collection. Je ne vous ai pas montré, moi je les aime, je les appelle mes petits castors cochons. Avec leur petit nez crabouillé. Mais qui auraient été, encore une fois, des objets utilisés lors de potelages ou de cérémonies. Le masque que vous avez vu tout à l'heure, le masque des macareux. Donc les masques représentent souvent des animaux et souvent aussi des oiseaux surnaturels. Dans la cosmologie Haïda, les macareux occupent une place importante parce que ce sont des oiseaux plongeurs qui peuvent voyager dans les 3 zones cosmiques. Ils peuvent vivre dans le monde céleste, ils volent.
Ils peuvent vivre sur le monde terrestre et ils plongent dans le monde aquatique. Donc cet oiseau qui peut franchir ces 3 zones et ces 3 mondes de l'univers deviennent à ce moment-là, prennent une importance particulière. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que des becs de macareux étaient suspendus aux hochets des chamans et aux vêtements des chamans, puisqu'ils ont essayé à ce moment-là de s'approprier ces qualités, de pouvoir passer dans ces 3 univers, terre, mer et ciel. Le masque que vous avez vu ici, c'est un masque donc, qui est utilisé lors de potelage, lors de danse, et on les met généralement, c'est plusieurs masques pendant une danse. Donc on se transforme tout le long de cette danse-là dans différents personnages. Donc vous en avez vu un, il y en a d'autres qui sont en haut. Ce qui est intéressant de celui-ci, c'est que dans les histoires traditionnelles Haïda, plus de 50 chefs d'épaulards surnaturels sont reconnus pour exercer le contrôle des ressources alimentaires de la mer. Donc on pense à 50 chefs épaulards qui ont tous une particularité. Ils se distinguent par des traits uniques, notamment de multiples nageoires dorsales. Ce masque pourrait représenter un être humain ou un ancêtre surnaturel dont les yeux sont surmontés par 2 nageoires du rorqual. On en voit une là et on a une voie là. Donc c'est encore un moyen d'identifier à qui aurait appartenu ce masque-là. Des hochets, vous en avez vu un ici tout à l'heure. Donc les hochets sphériques, souvent, on les associe, on suggère qu'ils ont été utilisés par des chamans. Donc c'est pas nécessairement celui-là, mais il y en a qui sont ronds et plus épurés dans leur forme. Les hochets sont utilisés lors de danses, sont utilisés lors de chants et permettent de rythmer les chants, les danses, les mélopées. Et en fait, on leur donne cette réputation, on utilise le hochet puisqu'on essaye d'attirer les esprits dans la cérémonie. Et on les appelle à travers ce bruit dans la danse. Celui que vous voyez ici, donc il y a un autre exemple là, c'est pas le même, mais ils sont similaires. Ce sont des hochets qui sont utilisés par les chefs. Et je vais juste mettre mes gants parce que je vais peut-être vous montrer. Donc le hochet, justement, je vais le mettre là pour peut-être mieux voir. Ces hochets-là représentent un corbeau. Donc le corps du corbeau est tout ici, avec sa queue qui est représentée par la main. Il y a un être humain sur son dos et un oiseau. Et si vous voyez bien, le bec et la langue de l'individu se touchent. Donc l'être humain et l'oiseau sont en contact par la langue. C'est pour montrer qu'il y a une transmission du savoir de l'oiseau à l'homme. Et c'est comme ça que c'est représenté. Et il y a évidemment toujours... Il faut regarder dans tous les sens avec la Haïda. De l'autre côté, un autre oiseau. Et ce qu'il y a ici, au bout, c'est une grenouille. Encore une fois, la grenouille, c'est l'enseignante. C'est elle qui transmet les savoirs. Donc la grenouille transfère un savoir à cet oiseau. Les hochets corbeaux comme ça, en fait, sont utilisés par les chefs. Et lorsqu'ils sont utilisés, ils sont toujours pris dans ce sens-là, à l'envers. Pourquoi ? Parce que l'on croyait que si on mettait ça dans l'autre sens, lors des danses, le corbeau s'envolerait. Et donc, il faut le mettre à l'envers. Le corbeau est représenté, vous allez remarquer, vous le voyez peut-être sur l'image aussi au fond, il y a quelque chose dans sa bouche. Et ça fait référence à une histoire qui est très connue sur la côte du nord-ouest, chez les Haïda entre autres. Le corbeau est une créature surnaturelle très importante. C'est le filou dans la cosmologie des Haïda, c'est le trickster, comme on parle en anglais. Et le trickster, en fait, est un créateur. C'est grâce à lui que beaucoup de choses se font. Mais dans le cas du corbeau, c'est toujours par des histoires de tricherie
pour lui, c'est toujours à son bien, mais souvent ça lui tombe dessus d'ailleurs, ça lui retombe dessus, donc il y a des histoires où le pauvre se fait prendre dans son piège. Dans ce cas-ci, l'objet qui est dans sa bouche, on soupçonne que c'est en fait pour parler de l'histoire du corbeau et de la lumière. Et donc, dans les histoires Haïda, on parle du corbeau qui était seul sur la terre et qu'il n'y avait pas de lumière sur terre. Et lorsqu'il volait, il cognait tout le temps un arbre ou fonçait dans un arbre. Et à un moment donné, il était exaspéré. Et il avait découvert ou il avait appris qu'il y avait dans le monde céleste un chef avec une boîte de lumière. Et donc, évidemment, filou comme il est, a décidé d'aller voler cette lumière. Mais ce n'était pas aussi facile que l'on pouvait le penser. Donc, il commence à observer son chef, ce chef céleste, et il remarque que le chef a une fille, et que sa fille, chaque soir, descend pour boire de l'eau, et remonte au village à ce moment-là, dans sa maison. Et donc, il se transforme en épine de sapin, et se dépose sur l'eau un soir. Et lorsque la fille arrive, prend une gorgée d'eau, elle avale cette épine de pin et tombe enceinte de corbeau. Et oui. Et elle donnera naissance à Corbeau. Et comme tout petit-fils avec son grand-père, puisqu'évidemment le chef du ciel est maintenant le grand-père, il se met à narguer son grand-père et lui dire « Je veux voir ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'il y a dans la boîte? J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans la boîte, etc. » Et à un moment donné, le grand-père qui est exaspéré cède et ouvre la boîte pour montrer le contenu. Et à ce moment-là, Corbeau se transforme en corbeau, prend dans sa bouche la lumière et s'envole. Or, il fait tomber la lumière, et c'est pour ça que nous avons le soleil et les étoiles, qui sont les miettes du soleil. Donc, c'est cette histoire qui est un peu représentée dans ce hochet. Donc, on revient un peu à son parcours, à son histoire, à lui, Monsieur Dawson. Un événement 3 jours plus tard va un peu bousculer Dawson dans son voyage et qui démontre assez bien, de manière assez éloquente, la complexité du système sociopolitique des Haïda et son incompréhension par Dawson. Donc il est de retour dans son navire et à la fin d'une journée d'exploration assez longue, et arrive alors le chef Clou. Donc rappelez-vous, il avait acheté des curiosités, comme c'était appelé à l'époque, il avait acheté des objets du chef de Skedans, pardon, excusez-moi. Et donc il écrit ceci pour décrire la scène. Arrived on board at 8 p.m. Soon after, Captain Clew and 3 of his people arrived, disgusted that they had not been knowing enough to offer ictus, like ictus, c'est un mot pour dire comme des curiosités, for sale when we were in their country, and having heard that Skedan was making a big thing out of it, brought with them one remarkable mask with a nose about 6 feet long, a dancing pole highly prized and gaily painted, and a head ornament composed of cedar bark, into a ring of which great number of imitation arrows in wood and feathers were stuck. All these they valued much, and had evidently brought out their best things to cut out Skedan and his friends. After a deal of talking, felt almost obliged to buy one, and got the mask. Malheureusement, nous n'avons pas ce masque. Malheureusement, je ne sais pas où est ce masque. J'avais espéré que c'était au Musée canadien de l'histoire, puisqu'ils ont une partie de la collection de George Mercer Dawson, mais non, ce masque reste un mystère à découvrir. Donc, dirigé par le chef du plus haut rang, le village est une entité politique indépendante, basée sur des territoires appartenant au lignage. La richesse et la position de noblesse sont transmises par héritage matrilinéaire, ça on l'a vu. Mais on pouvait changer parfois de chef en fonction de la fortune générale du lignage ou en raison du respect inspiré par un chef donné. Donc en troquant avec le chef de Skedans et non avec celui de Clou, Dawson a fait une impasse, fragilisant le statut du chef Clou.
Et Clou se devait donc de se déplacer pour restituer son prestige en troquant des objets de grande valeur à Dawson. Heureusement, Dawson a acheté quelque chose. Sinon, l'impasse aurait été encore pire. On dit que George Mercer Dawson a été la première personne de l'extérieur à avoir véritablement pénétré dans ce village de Kumshewa, qui est situé sur la rive nord de l'Inslet-Kumshewa. Il y arrive le 19 juillet. Et il écrit ceci. Le village, généralement connu sous le nom de Kumshewa, est situé sur une petite baie face à la mer, mais à environ 2000 à l'intérieur de l'inlet du même nom. La partie extérieure de la baie est formée par un îlot rocheux, relié au rivage par une plage à marée basse. Il y a maintenant ici 12 ou 14 maisons, dont plusieurs sont tout à fait en ruine, et plus de 25 poteaux sculptés. La population est très réduite, cet endroit ayant beaucoup souffert de ce qui a, comme nous l'avons expliqué plus haut, provoqué une diminution de la population autochtone. Donc le lendemain, lorsqu'il retourne au village de Kumshewa, il observe l'arrivée de 2 canots au village et il écrit « About sundown, 2 large canoes have in sight round the point. Turn out to be Kitkatla Tsimshian Indians », donc les Tsimshian sont plus au nord, « with loads of ulashin grease for sale. They came here on a rectangular trading expedition regular trading expedition and expect to carry back chiefly blankets in place of their oils. Each box worth from 6 to 10 blankets. Donc on peut supposer que c'est dans ce genre de récipient que cette huile aurait été transportée. Donc c'est une boîte qui est faite en cèdre, mais elle a comme particularité qu'elle est faite en fait d'un morceau de cèdre, donc une planche de cèdre qui a été taillée et avec la chaleur a été pliée et formée et rassemblée à un bout. Donc il faut imaginer que le tout est un morceau. Il y a une base évidemment et il y a un couvercle. Mais ce qui fait que ces récipients étaient parfaitement imperméables, parfaitement pouvaient contenir de l'eau, de liquide, n'importe quoi. Ils étaient complètement étanches. Et vous allez remarquer que, évidemment, elles étaient extrêmement élaborées au niveau de leur dessin. On la voit ici dans les 4 faces. L'archipel Haida Gwaii est dépourvu de certaines ressources naturelles précieuses présentes sur le continent, comme les mouflons et les chèvres de montagne, l'huile de la canne, dans laquelle aurait pu être contenu dans ce récipient, et par exemple des pigments aussi minéraux. Pour s'en procurer, les Haida offraient un large éventail de produits, des canaux, des boucliers en cuivre. C'est pas qu'ils obtenaient le cuivre, ils obtenaient le cuivre de l'extérieur, ils les façonnaient, ils les sculptaient et ils les troquaient. Des coffres sculptés et peints, comme cela, des chapeaux tressés, et tous caractérisés par un travail méticuleux, comme on peut le voir. L'art Haida, grandement admiré et recherché par les groupes avoisinants, était l'une des facettes d'un commerce florissant qui s'étendait sur toute la côte du Nord-Ouest depuis des millénaires. Cette solide tradition de participation au marché local et régional s'est poursuivie pendant les siècles qui ont suivi l'arrivée des explorateurs et des chasseurs baleiniers européens le long de la côte de l'archipel Haida Gwaii. Et lorsque les Européens se sont mis à troquer avec les Haida et les autres communautés de la côte ouest, ils se sont trouvés intégrés à ce système, à ce grand réseau de traite-là, ce qui a facilité pour les Européens, en tout cas, leur accès à certains produits. C'est un objet qui est en haut. C'est probablement un de mes bols préférés dans l'exposition, tout simplement par sa beauté incroyable. Vous reconnaissez encore Monsieur le Corbeau, qui est ici. Vous remarquez qu'il a un être humain dans la bouche. Là, maintenant, regardez bien ici, vous avez un aigle. Vous remarquez une tête d'un homme, sa barbichette. Ici, vous voyez ses bras, ses mains. Donc, il tient le bord du bol.
Et si vous regardez un petit peu plus en dessous, les fesses, les jambes et les pieds qui sont mis en dessous. Et sur le pourtour ici, vous voyez des dents, donc probablement une image abstraite d'un requin. Et vous voyez aussi, encore une fois, cette huile de poisson ou de phoque qui suppure de ce bol-là. C'est un de mes bols préférés, je dois dire. Donc il a plus de 100 ans, évidemment, on peut le voir, mais il exude toujours cette huile de la canne, qui est une source naturelle d'iode. Donc c'est pour ça que c'était un objet, une matière qui était si convoitée. Et ça servait d'assaisonnement à presque tout. Tout ce qui pouvait être mangé était trempé dans cette huile. Et donc les Haida s'en procuraient en conversant avec Tsimshian. George Mercer Dawson parle d'en avoir goûté. Ça devait être un goût acquis parce que lui, il n'a pas beaucoup apprécié. Des bols de service, donc des bols pour servir la nourriture. Donc ce cas-ci, encore une fois, en bois. Et vous allez vous remarquer aussi des opercules tout le long du bord. Donc les opercules, ce sont les petites portes dans les escargots. Et les loutres mangent les escargots et crachent l'opercule. Et donc ces opercules pouvaient être recueillis sur les plages et utilisés pour, pour orner les bols. Donc vous en verrez en haut. Probablement parmi les objets les plus remarquables de production de l'art Haida, ce sont des cuillères, donc des cuillères utilisées lors de festins. Ce qui sont remarquables, ces manches-là, c'est que, comme vous voyez dans ce cas-ci, il a sûrement été sculpté par un artiste de talent. Ce sont des entrelacements de créatures tout le long du manche. Il y en a au-delà d'une douzaine. Et encore une fois, qui racontent des histoires. Dans ce cas-ci, il y a un personnage principal. Je vais vous le montrer, parce que je mette mes lunettes pour l'identifier. Il est là. Donc vous voyez l'œil de corbeau, son bec et ses jambes. Donc les créatures surnaturelles peuvent se transformer en êtres humains aussi. C'est ce passage, cette transformation que l'on voit souvent dans les objets Haida. Vous allez remarquer qu'il a un peu un bec bizarre, le pauvre corbeau. Et c'est parce qu'il lui est arrivé un malheur. Quand je vous ai dit que certaines fois le corbeau se faisait prendre à son jeu, c'en est un exemple d'une histoire où il s'est fait prendre par son jeu, puisqu'il était en train d'embêter un pêcheur de flétans. Il était sous l'eau et il tirait sur la ligne. Et à un moment donné, le pêcheur a tiré fort et lui a arraché le bec. Alors il a été obligé de le récupérer et il a essayé de le remettre, mais on le voit souvent pendouillant comme ça. Donc vous verrez un exemple sur un chapeau qui a été tissé où on voit ça a été peint, il y a un corbeau qui a été peint et il a son pauvre bec qui pendouille comme ça. Bon, j'ai perdu mon... Donc c'est de la corne de mouflon et de chèvre de montagne. C'est un échange, mais vous pouvez voir, c'est une matière qui est assez facile à sculpter. Il faut évidemment la former avec de la chaleur et de l'humidité, et on peut à ce moment-là les former, on peut lui donner ce côté un peu bol, si on peut dire, de la cuillère qui est ici. Vous en verrez une série en haut. George Mercer Dawson en a collectionné plus d'une douzaine. Donc il y en a plus d'une douzaine dans la collection. On continue à monter sur la côte. Et le 23 juillet, Dawson dirige ses explorations sur les terres aux alentours du village de Skidegate, qui est, comme vous le voyez ici. Un soir, revenant du terrain, il est attiré par des bruits provenant d'une des maisons. Curieux et sans invitation, il entre dans la maison et est témoin d'un potlatch dont voici quelques observations. Il écrit, je suis désolée, ça va être en anglais. Entering, we find ourselves behind and among the dancers who stand inside the house with their backs to the front wall. Pushing through them, we cross the open space and seat ourselves on the floor, having first taken off our hats at the request of some Indians near us.
The chatelles of the family piled here and there in heaps along the walls. The performers, in this instance about 20 in number, dressed according to no uniform plan, got up in their best clothes, with the addition of certain ornaments and appropriate to the occasion. All or nearly all wore headdresses variously constructed with cedar bark, feathers, or as in one case, with a bristling circle of the whiskers of sea lions. Rattles were also in order. Different from the rest, 5 women stood in front, dressed with some uniformity, several having the peculiar, beautiful mountain shawls. Je vais juste en montrer un. C'est pas un objet qui est collectionné par George Musher Dawson, mais c'est pour que vous compreniez c'est quoi. Ah, pardon, ça c'est le village. J'ai oublié encore. Voilà, les châles. Shawl with which are purchased from the mainland Indians. Donc encore une fois, ce sont des objets qui sont acquis par troc. Ça vient des Tlingits. Donc les Tlingits sont plus au nord. The headdresses of these women were also pretty nearly the same, consisting of small masked faces carved in wood and inlaid with Haliotis shell. Another important feature, the master of ceremonies, who stood in the middle of the back row, holding a long, thin stick with which he kept time, and led off the singing. The occasion of the dance, as far as I could learn, was the passing of a young man 1 degree toward being a chief or head of family. Évidemment, là, ça se gâte. Dawson ne peut pas s'empêcher, j'imagine, pour se ressaisir de ses émotions. Il écrit « The crowd of gaily dressed, gaily painted savages, by the kind light of the fire, present a rather brave and imposing appearance, and when in the heat of the dance, I suppose the Indians may yet almost imagine the old palmy days when hundreds crowded the village and nothing had eclipsed the grandeur of their ceremonies and doings to remain. » Voici un exemple d'un bateau dont il parlait, qui était un bateau utilisé par les chefs et qui symbolisait la fonction et le statut du chef. Le bâton est richement décoré de figures emblématiques, sculptées, et se compose de 2 sections qui s'emboîtent. Et lors d'un potlatch, le chef sépare ces 2 sections pour signaler aux invités le début de la distribution des cadeaux. L'expédition quitte Skilliget et poursuit son chemin vers le nord et arrive à Masset le 5 août. Masset est un village important dont la population ne cessera d'augmenter alors que les villages seront abandonnés au milieu du 19e siècle. Le premier poste de traite des fourrures dans Haida Gwaii fut fondé à Masset en 1853, d'abord par des intérêts privés, mais par la suite, la compagnie de la baie du Sion va s'en approprier sous la direction d'Alexander Mackenzie, et il en prend possession en 1869. En 1878, le poste est géré par Martin Offutt. Vous en avez entendu parler dans un de ces extraits que j'ai lus. C'est ce fameux monsieur Offutt qui était le directeur du poste de traite. Dawson rencontre aussi William Henry Collison. Et rappelez-vous que je vous avais lu un texte ou un discours qui lui avait été donné par le chef Ouillard sur la diminution de la population de Haida Gwaii par le chef. Donc, William Henry Collison était un missionnaire anglican qui était installé à Masset depuis 1876, justement. Le village est alors assez vide, les villageois étant à un potlatch à Virago Sound. Et Collison lui fournit de nombreux éléments d'information sur sa compréhension de la culture Haida, dont des précisions sur le potlatch que Dawson consigne. Collison lui dit « When a man is about to make a potlatch, for any reason, such as raising house, he first, some months beforehand, gives out property money, so much to each man in proportion to the various rank and standing. Thus, a man receiving $4 gives back 6. All the property and funds thus collected are then given away at the potlatch. » Donc ce passage est très révélateur puisqu'il suggère que l'argent
devient un bien au même titre que d'autres cadeaux à distribuer lors des potlatches et permet également de mieux comprendre le dégoût qu'avait éprouvé le chief Clou alors que Dawson donnait de l'argent aux autres chefs du village et non pas à lui. Dawson rencontre également Albert Edenshaw, un personnage qui a dû l'impressionner parce que c'est le seul individu qui a été photographié dans toutes les photos qu'il a prises sur l'île de Haida Gwaii. Albert Edenshaw est né en 1810 à Rose Spit et il hérite du titre de chef au décès de son oncle en 1832. Albert Edenshaw va se déplacer de village plusieurs fois. D'abord, il est né à Daddens, puis il va vivre à Keusta, puis à Kung et enfin à Masset en 1883. Edenshaw est un personnage qui a vécu la transition entre un monde traditionnel qu'il a vécu, puisqu'il est né en 1810, et un monde chaotique de l'époque historique où il va voir arriver des explorateurs, mais aussi des exploitants des ressources sur l'île. Il était très réputé pour être un grand fabricant de pirogues, de navires, de bateaux. Et il était un excellent artiste du cuivre et de l'acier. Et il était surtout très réputé pour ses poignards. On en a un dans la collection, qui a été collectionné par George Mercer Dawson. Je ne peux pas dire si c'est Albert Edenshaw qui l'a taillé, mais c'était certainement un couteau à l'origine. La lame s'est cassée et donc l'objet a été transformé en ciseaux pour travailler le bois. Mais vous remarquez quand même que c'est assez exceptionnel comme manche. Donc, est-ce que c'est Edenshaw? Je ne sais pas. J'aime me le dire que peut-être. Alors, je dirais que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que traditionnellement, il y avait des artistes qui étaient reconnus et qui étaient même bien connus par les différents villages. Et on pouvait commander des œuvres auprès de ces artistes-là, puisque ça donnait encore plus de prestige à l'objet qui était fait. Et donc, ça donnait beaucoup plus de prestige à l'individu qui le commandait. Il y avait quand même aussi des artistes locaux, donc des femmes, des hommes qui aussi faisaient une forme d'art. Ce qu'on remarque par contre, c'est que avec la diminution de la population sur l'île de Haida Gwaii et l'arrivée de plus en plus de vagues d'explorateurs, de marchands et autres, les villageois vont en quelque sorte se tourner vers la production artistique pour survivre. Et on dirait même presque, c'est un peu caricatural, mais c'est comme si tout le monde était artiste. Donc il doit y avoir un talent inhérent dans la culture Haida parce qu'ils vont produire des objets qu'ils vont à ce moment-là vendre à ces voyageurs-là pour pouvoir avoir de l'argent ou des objets de traite qu'ils vont utiliser dans ces potlatches-là, quand ils vont faire des potlatches. Donc il y a un petit peu des deux. Il y a eu une transformation, c'est sûr, au niveau de la production artistique. Il faut se dire qu'évidemment, à 20 000 personnes, c'est quelque chose. Donc on peut bien comprendre qu'il devait y avoir quelques artistes bien connus. À 600, on en a perdu beaucoup d'artistes. Donc je crois que je vais arrêter ici la description du voyage, en espérant vous avoir donné un peu un aperçu de la collection, dont la majorité sont présentées en haut, donc que vous pourrez aller voir. C'est pas que le voyage de Dawson est terminé, bien qu'il va quitter l'île peu de temps après son voyage à Masset. Il va continuer sur la côte de Virago, puis après il va partir. Puis c'est pas la fin non plus du travail de Dawson. Il fera beaucoup plus d'expéditions par la suite. Entre autres, en 1883, en 83 et en 84, il traverse les Rocheuses canadiennes. Il est chargé à ce moment-là de dresser la carte des principales montagnes et des principaux cols, ainsi que des fleuves importants. En 87, il mène avec son adjoint R.G. McConnell une expédition dans le Yukon, couvrant ensemble à pied et en bateau plus de 164 000 km² de territoire. Vous pouvez voir où l'implication des autochtones était nécessaire. Il a aussi fait des relevés topographiques de la frontière entre l'Alaska et le Yukon.
Donc il a encore été impliqué à ça. Outre son travail géologique, comme je vous ai dit, il a aussi publié des rapports sur les nations autochtones qu'il a rencontrées, donc les Haida, les Kwakwaka'wakw et les Dene, entre autres. Dans le Yukon, c'est les Dene. Il va être nommé directeur de la Commission géologique du Canada en 1896, qui est un poste très prestigieux. Je ne suis pas certaine s'il était très heureux de la nomination. Il l'était sans l'être, puisque ça voulait dire qu'il ne serait plus sur le terrain. Il devait être derrière un bureau, ce qu'il l'enchantait moins. Et il meurt subitement, assez jeune, il avait 51 ans. En 1901, il meurt d'une bronchite aiguë, donc à Ottawa. La commission géologique était à Montréal et elle a déménagé à Ottawa. Donc, c'est pour son travail en Colombie-Britannique, c'était le village où il a été, c'est pour son travail en Colombie-Britannique que George Mercer Dawson gagne le titre de père de l'anthropologie canadienne. En tant que leader de la seconde génération de géologues professionnels du Canada, Dawson a contribué non seulement à cartographier la géologie et les ressources minières de ce vaste territoire, mais également à mettre de l'avant de nombreux enjeux théoriques de la science de l'époque, l'âge du pays, l'effet des glaciations et tout. En regard des différents éléments présentés dans cette conférence, peut-on répondre aux questions du début? George Mercer Dawson est-il un homme remarquable? George Mercer Dawson est incontestablement un grand scientifique de son époque. Ses observations géologiques, géographiques et anthropologiques consignées dans ses rapports sont d'une minutie remarquable et sont des références encore utilisées aujourd'hui. Il possède clairement une force et une énergie hors de l'ordinaire. Or, ces réalisations dépendaient presque entièrement du travail et des connaissances géographiques des autochtones qu'il côtoie, et il le sait. Les territoires à explorer sont bien trop vastes et les périodes d'expédition sont bien trop courtes. Qu'est-ce qui peut me permettre de dire ça? Eh bien, écoutez, il apprend le chinook, un jargon de traite, pour mieux communiquer avec eux. À chaque fois qu'il s'arrête au village, il se rend au chef pour leur témoigner son respect et il leur offre des cadeaux, souvent c'est du tabac d'ailleurs, adoptant ainsi le protocole autochtone du don et du contre-don. Et au-delà de la courtoisie qu'il leur témoigne, il paye ses informateurs et guides, et je dois vous dire que pour l'époque, il les paye bien. Est-ce qu'il est un agent colonial raciste? Oui, et je dirais non, puisqu'on est en train de le juger selon nos concepts aujourd'hui. George Mercer Dawson est un impérialiste, ça c'est sûr, s'appuyant sur les sciences pour justifier une domination culturelle, politique et économique, et il est certain que son travail ouvre le territoire à des ambitions coloniales. Or, il n'est pas unique. Cette conception raciste du monde prend son essor au XIXe siècle, avec l'étude de la variété des races humaines, liée entre autres au progrès de la science et à l'idéologie de la supériorité de la race blanche. George Mercer Dawson doit être compris comme une figure transitionnelle, significative, à une période où la science et l'anthropologie canadienne naissante sont mises au service d'aspirations politiques et économiques d'un pays nouvellement formé qui cherche encore à s'affirmer. C'est un homme tiraillé entre conscience morale et devoir national. Pour lui, comme pour d'autres de l'époque, adhérant à la pensée du darwinisme social, l'évolution sociale annonçait l'extinction inévitable des peuples premiers, puisque dans cette bataille évolutionniste, les plus forts, ce que lui considérait comme les plus développés, entre guillemets, forceraient ceux moins aptes à s'adapter à disparaître. La collection qu'il recueille lors de son voyage est pour lui une manière de préserver des témoins matériels de cette culture qu'il pense vouée à disparaître. Pourtant, à l'inverse de contemporains de son époque, Dawson refute l'idée que la dépossession des terres autochtones est justifiable par l'idée d'absence chez eux de la notion de propriété, qui était un fait qui se faisait à l'époque. Il prévient d'ailleurs les politiciens que la culture Haïda comporte des notions de propriété pleinement développées et que
les Haïdas étaient prêts à les défendre et qu'il faudrait donc en tenir compte lors de négociations. Par contre, il ne va pas plus loin. Son voyage à Haida Gwaii le confirme dans ses convictions darwinistes. En tant qu'artiste et poète, il est captivé par la beauté de leur art et par l'intelligence et les talents qui reflètent la construction des villages. En tant que scientifique darwinien, il perçoit, et c'est là où le dilemme se complexifie, il considère que les Haïdas sont une culture très évoluée et qui le fascine. Mais il doit se faire aussi à ce qu'il voit, à la dure réalité, c'est-à-dire des villages désertés et une population en déclin. Selon lui, la culture autochtone ne peut suivre l'évolution que la modernisation va lui imposer. C'est évidemment voir les Haïdas comme d'infortunées victimes subissant passivement l'histoire et leur nier cette capacité d'adaptabilité, d'ingéniosité et de résilience dont ils ont fait preuve tout au long de leur histoire millénaire. Ils ont passé à travers pas mal de trucs. Et dont George Murray Dawson est témoin tout au long de son voyage. Il voit ce foisonnement d'activités, cette adaptabilité dans les différents domaines, mais il refuse de les voir. Ce qui m'amène peut-être à une citation qu'avait dit Quia Jones, qui est la commissaire de l'exposition Sting Khao Hangs, qui est en haut, et qui le résume bien. Elle disait « Descendant des êtres surnaturels qui ont émergé de l'océan, notre peuple occupe Haida Gwaii depuis des temps immémoriaux, ayant traversé d'innombrables épreuves au cours des millénaires. Aujourd'hui, nous nous employons à garder vivant notre art et à préserver notre langue en péril et à guérir du trauma intergénérationnel tout en protégeant et en respectant les mondes naturels et surnaturels. La survie des Haïdas est une histoire à raconter encore et à célébrer. Et j'espère que vous allez voir l'exposition là-haut, car c'est une autre manière de la célébrer. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?